un pot pour 3 mecs, et puis un paquet de pain de mie pour 2 mecs. Et voilà votre ration pour la journée. Je sais pas, 1 ou 2 hivers, il faudra qu'ils recommencent. Donc c'est une immense école, ça, la roulotte. Parce que emmenez vos enfants en roulotte, vous avez à peine besoin de les scolariser pour qu'ils connaissent les bases. Mais tout le reste, là autour, ils pourront l'apprendre aux autres très rapidement, hein, parce qu'ils vont apprendre à faire des récoltes, des cueillettes de champignons, manger des baies, et puis des choses qui sont pas, encore une fois, j'insiste toujours là-dessus, qui sont pas des punitions. Hein, c'est pas parce qu'on mange des choses de la nature que ça va être amer, aigre, âpre, etc. Hein. On peut faire de la très bonne nourriture très agréable, pas de la nourriture de punition, de recul. Ah, mais toi, tu es assez doué dans ce domaine-là, par contre. Hein. J'ai remarqué qu'en cuisine, là, c'est un domaine que je revendique. Tout ce qui est autour de la cuisine, vous pouvez me demander toutes les recettes que... Ouais, ça, c'est sûr. Moi, je suis très simpliste, mais toi, par contre, on voit que tu prends ton temps pour faire ça, que ce soit une vraie jouissance, la nourriture, un partage surtout, parce que quand on est au bivouac et que les voisins arrivent, qui sont surpris que quelqu'un est sur le terrain, déjà il faut les accueillir, il faut se présenter. Puis ensuite, j'ai toujours du bon café ou du bon thé. Et puis, d'ailleurs, on va se faire un petit thé. Et puis, ensuite, quand il y a un repas, moi j'ai très souvent un petit fricot là sur les braises. Et c'est quand même bien meilleur quand on le partage avec quelqu'un. Et ça se produit très très souvent. C'est ce qu'on va faire après. Hein. On va manger un petit bout parce que, voilà, j'ai toujours un petit truc qui mijote. Et là, en ce moment, fin du printemps, il y a profusion de choses délicieuses. Il y a beaucoup de choses. On ne va pas commencer à parler de la cuisine, c'est un sujet entier. On pourrait peut-être une fois, parce que c'est un sujet passionnant, parce que comment, en vivant dans la nature, faire des petits plats réjouissants. Non pas seulement, parce que bien sûr, il peut quelquefois, dans certains pays où j'ai voyagé, s'agir de survivre. Donc on mange des choses qui vont nous permettre de survivre. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de consommer le moins possible pour ce qui me concerne, ce que nous propose la grande distribution alimentaire, certes, mais aussi au début du printemps, quand il y a les premières pousses d'orties, faire des petits beignets aux orties, c'est pas une punition, hein, c'est quelque chose de délicieux. Il suffit de choisir une bonne farine, puis quelques œufs, et on fait des choses simplissimes et délicieuses, et qui sont en plus, surtout très bonnes pour notre organisme. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont assez méconnues de la plupart des gens. Je suis persuadé que ces gens, si ils avaient la possibilité un petit peu d'être accompagnés en nature pour voir ça, ils iraient tout seuls ensuite. Je sais pas si tu connais le conopote dénudé, là, en ce moment, ça fait les petites noisettes, là. Alors, celui qui sait pas, il voit cette petite plante, il marche dessus. Dès que ça commence un peu à faire les graines, tu grattes un petit peu, tu ressors la noisette, t'enlèves la peau, tu manges. C'est la première chose qu'il faut montrer aux enfants en roulotte, on dit voilà, ici vous savez, il y a des petites douceurs qui sont cachées, et il n'y a pas que les fraises des bois, pas tous les enfants connaissent les fraises des bois, mais là il y a ces petites choses. Bon, ici il n'y a pas beaucoup de hêtres, mais les faines, c'est délicieux, c'est un peu difficile à décortiquer, mais dedans il y a cette petite graine, mais c'est magique, c'est très très bon. Hein. Et les noisettes, allez, je vais faire un petit thé. Hein. Ouais, d'accord, avec plaisir, au contraire. Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'adapter financièrement à cette vie, je dirais, bien simplifiée par rapport à celle que tu avais auparavant? Parce que ça, c'est une chose qui questionne énormément les gens. Les gens, tu sais, ils ont l'habitude d'avoir des rentrées régulières pour avoir des paiements réguliers, pour être sûr d'arriver. Et ils ont du mal à comprendre qu'on puisse vivre sans assurer l'avenir forcément, sans savoir d'avance ce qui va se passer dans 3 jours. Mais ça, c'est selon chacun. Hein. Moi, par la force des choses, quand je disais j'avais pas un rond, il a fallu que je mette tout pour acheter un bon collier pour mon cheval. Ça, c'était vraiment le plus important. C'est impératif, là. Et puis, il restait pas grand-chose. Ensuite, j'ai fait un petit peu travailler mon cheval, débarder du bois, faire un petit peu de maraîchage, décavaillonner un peu dans les vignes.
savais pas le faire, hein, c'est venu tout seul. Hein. On m'a montré aussi, on m'a dit, oh mais ton cheval a l'air bien gentil, il pourrait peut-être le faire ça. Et il l'a fait. Peut-être même que ça lui plaisait de le faire, en même temps il était avec toi, il devait... Les chevaux de trait sont en général très volontaires, ils aiment bien prouver que... Enfin, je sais pas, il me semble. Hein. Ce sont des animaux qui sont très puissants et il faut qu'ils utilisent leur force un petit peu quand même. Sinon, c'est un petit peu comme quelqu'un qui a beaucoup de dynamisme et qui ne peut pas l'extérioriser. Il y a un moment où il se passe quelque chose à l'intérieur. On est un peu gêné, un petit peu. C'est comme un crabe qui est dans une coquille qui est trop serrée, quoi. Mais là, le côté financier, c'est toujours au début très prégnant, quoi. Ça a été un souci pour toi au début? Plus ou moins. Ça faisait quand même quelques années que je voyageais dans des pays en guerre et que je voyais ce que c'était que d'avoir peu de choses pour vivre et pour manger. Et je me suis souvent servi de cette expérience-là aussi pour évoluer dans mon système de consommation. Et je regrette pas, parce que encore aujourd'hui, avant de consommer, je réfléchis. Et j'achète pas mes légumes n'importe où, je consomme pas grand chose de la grande distribution. Mais je vais en grande surface pour voir les choses qui sont pas bonnes aussi. Et puis pour en parler. Et puis il faut avoir goûté les choses qui sont pas bonnes. Il faut pour en parler. Il faut aborder tous ces milieux qu'on a tendance à renier comme ça, mais en fait qu'on connaît pas. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la chasse sans avoir rencontré un chasseur de leur vie. Bon, il faut aller voir les chasseurs, ils sont pas tous épouvantables. Hein. Non, mais je crois que c'est bien de voir un petit peu tout, parce que d'abord c'est la meilleure façon de parler de quelque chose qu'on connaît au moins un peu. Au moins on répète pas ce qu'on entend simplement. Donc, et ensuite on peut toujours se faire un avis, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les gens qu'on va voir forcément, mais on peut aller vers eux, parce que ça ouvre l'esprit, aussi bien le nôtre que peut-être celui qui nous écoute. C'est encore un des avantages de la roulotte, c'est qu'en roulotte, on rencontre les gens pas très longtemps, alors on monte le meilleur de soi, on reçoit le meilleur d'eux. Et puis, c'est peut-être quelquefois un petit peu, ça pourrait être une fuite à un moment donné, mais peut-être qu'à un moment donné, j'ai montré mes côtés positifs, si je reste plus longtemps, je vais montrer tous mes défauts. Et donc, on peut continuer la route. Parce que voilà, tous aussi nos bagages, hein. Moi, je prends tous les jours, hein, mais... je progresse, mais j'ai pas toujours été à la hauteur des attentes de mes proches non plus dans ma vie à un moment donné. Mais je ne suis pas en fuite. On rencontre les gens et les gens d'emblée ont besoin de nous raconter, de nous livrer des choses parce que comme on est des gens de passage, on est un peu une éponge. On va recevoir plein de messages. Oui, c'est vrai. Et ça, j'ai été surpris, très ému de ça dès le début parce que j'étais pas habitué. J'étais vraiment pas habitué. Et j'ai l'impression, pour aller dans le sens de ce que tu dis, que pour beaucoup de personnes, les gens qui vivent seuls, parce que on vit seul quand même une grande partie du temps, hein, mais dans l'esprit des gens, le fait de vivre seul, ça témoigne d'un minimum de sagesse en tout cas, parce que c'est quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Et c'est pour ça souvent qu'ils se mettent dans des villes, pour être soit dans une activité permanente, soit être avec d'autres personnes, pour éviter de se retrouver tout seul en face d'eux-mêmes, tu vois. Et je crois que beaucoup voient dans des personnes comme toi, quelqu'un qui est capable de l'écouter. Oui, mais là on rejoint encore le phénomène du temps et de la lenteur. Avoir le temps d'écouter les gens, et puis aussi l'isolement et la solitude, qui nous amène cette grande capacité d'écoute, puisqu'on était dans la solitude, on a beaucoup plus d'espace pour accueillir ce que les gens ont à nous dire. Moi, je m'en suis donc aperçu beaucoup en côtoyant les gens à la roulotte. Je me dis, oh là, mais je pourrais pas vivre comme vous, toujours tout seul. Déjà, en roulotte, on n'est jamais tout seul, parce que tous les jours, on rencontre ou le propriétaire du terrain, ou des gens, ou des curieux, ou alors on va vers les gens pour, comme je disais, aller chercher de l'eau, et puis tout simplement pour papoter. Parce que l'air de rien aussi, la solitude, quand il pleut pendant une semaine et qu'on est en roulotte, il faut aimer la lecture, il faut aimer aller
patauger avec des bottes, aller s'occuper de son cheval aussi quand c'est gadouilleux et tout ça. Voilà, c'est... Mais... La rencontre devient un enrichissement à ce moment-là, vraiment. Toujours. C'est très différent de ces personnes qui vivent en grand nombre les uns à côté des autres, qui ne se connaissent pas. Le fait de ne pas côtoyer systématiquement tout le temps des gens, lorsqu'on va vers quelqu'un, on est entier pratiquement dans ce contact, ce qui fait qu'il devient très riche en lui-même. À chaque fois je ramène ça à la roulotte, hein, parce que je m'aperçois, à chaque fois que j'ai une conversation comme ça, je m'aperçois que je suis devenu vraiment un autre homme. Je crois que je l'avais dit la dernière fois qu'on s'est rencontrés, mais ce monde-là nous transforme. Oui. Bon, les gens qui vivent dans le milieu du cirque, ça devient des circassiens, ça devient des gens particuliers, etc. Quoi. Ouais. On épouse ce milieu-là. Et inutile de vouloir vivre en roulotte si on n'a pas la sensibilité de la nature, si on n'est pas intéressé par les choses qui sont là autour de nous. Parce que tout vient nous accueillir. On n'a pas la même odeur sous un saule que sous un aulne. Et quand on dort là, comme c'est le cas, pratiquement à l'ombre d'un aulne, moi je le connais ça, je les connais, ces ressentis qui peuvent paraître un peu de l'ordre du romantisme, je sais pas, eh bien, moi c'est, en tout cas, peut-être qu'il faut être un petit peu romantique pour vivre en roulotte, je sais pas, mais moi ça me berce. Il faut être poète. Il y a de la poésie, il y a le mot. Il y a de la poésie parce dans que tout ça. Bien sûr. Je pense que c'est comme les couleurs, les odeurs, toutes ces choses qui nous imprègnent, tu vois, elles nous transforment avec le temps et elles font pénétrer en nous des choses qui appartiennent à la nature mais qu'on ne comprenait pas forcément auparavant. Parce qu'on n'était pas dans le milieu approprié. Ouais. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de repenser à qui tu étais avant ce grand changement-là? Tous les jours. Tous les jours? Ah oui, parce qu'il y a eu plusieurs étapes dans ma vie. Il y a eu l'homme, le jeune homme timide et complexé. Il y a eu l'homme qui a commencé à se passionner pour quelque chose. Ça a été pour moi la photographie quand j'ai rencontré ces situations de guerre, ces situations difficiles, de conflit. Bon, il y a eu ma vie maritale avec des enfants. Ça a été... j'étais pas capable de vivre... J'aurais dû apprendre la solitude bien avant pour ensuite pouvoir envisager de partager une vie maritale, parce que, enfin maritale, une vie de couple et une vie de famille. Parce que c'est... peut-être qu'il faudrait que chacun, avant qu'on mette un tampon sur leur acte de mariage, ils puissent se justifier qu'ils ont bien vécu 1 an ou 2 en roulotte ou sur un voilier aux 4 coins du monde, et après on leur dit bon très bien, alors peut-être que vous pourriez vous marier. Mais je pense que... Tu as un peu raison. Mais ça, je crois que c'est le problème de toutes les sociétés qui sont basées sur des modèles. Donc, d'emblée, on a envie de ressembler au modèle pour rentrer dans cette société. Mais s'il y avait beaucoup de modèles, peut-être qu'on pourrait trouver le sien. Mais là, il y en a à peu près qu'un seul par société. Et de fait, il y a énormément de gens qui, au bout d'un certain nombre d'années, parfois c'est même simplement quelques mois, s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans ce modèle parce qu'ils ne le comprennent pas profondément encore, mais ils s'aperçoivent bien qu'il y a des choses qui sont dissonantes entre ce qu'ils ressentent et ce qu'on leur a dit de vivre, ou ce qu'on leur a demandé de vivre pour être dans cette société. Voilà. Tout ce temps qui passe à apprendre à vivre. Et souvent on a mis les choses dans le désordre. Et puis il y a nos systèmes sociaux, nos cultures, notre sale culture judéo-chrétienne, je reviens souvent là-dessus, je pourrais dire la même chose d'une autre culture, mais on est souvent généré par ça. Et si on arrive à balayer ça d'un revers de main et à vivre de manière authentique, voire un peu sauvage, là on est sûr de ne pas se tromper. Parce que moi je suis aussi ému dans une église ou dans une lecture religieuse. Par contre, on va pas entrer dans ce sujet trop profondément, parce que c'est la manière dont ça a été galvaudé et dont on l'exerce maintenant qui ne me convient pas. Mais les choses spirituelles m'intéressent. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, il faudrait d'abord vivre dans la nature, et ensuite
On pourrait mieux comprendre comment vivre. Alors si je parle des Indiens, je vais passer pour un babacool, 68 ans. Non, mais pourtant, pieds nus sur la terre sacrée. Oui. C'est le titre d'un très beau livre, oui. Qui pourrait très bien trôner en place de choix dans la roulotte, parce que ça concerne vraiment l'histoire des gens qui ont été toujours en lien avec la nature, qui sont nés dans la nature et qui meurent dans la nature. Je parle des Indiens. Mmh. Mais en tous les cas, aller faire pipi le matin de bonne heure dans l'herbe mouillée, c'est un délice. Ouais. Quand mes enfants étaient petits, si un jour mes enfants voient ce petit signal, peut-être ils se rappelleront que quand j'allais les chercher à l'école, de temps en temps, c'était un peu en cachette, donc c'était bien meilleur. On se déchaussait et on allait patauger dans une flaque d'eau. Et l'eau était chaude parce que ça réverbérait bien. Et les enfants disaient « Ah mais c'est drôle, l'eau est chaude ». Je dis « Bah oui, parce que c'était déjà une petite leçon de choses, mais il y avait les sensations. Et puis je me souviens d'une fois aussi, la maîtresse est arrivée derrière et dit ah, « Vous mettez par terre tout ce qu'on leur apprend. » Mais j'espère que mes enfants se souviennent de ça et qu'ils vont le perpétuer. Je crois qu'ils s'en souviennent. Parce que quand on est gamin, il y a des choses qu'on vit, comme on les trouve merveilleuses, si tu veux, elles restent en nous pratiquement toute la vie. Et ça doit être peut-être même les dernières choses auxquelles on pense, peut-être à la fin, je ne sais pas. Ces petites choses-là qui nous ont quelque part laissé une trace, qui nous ont formés un petit peu. Peut-être qu'à l'EHPAD, je devrais faire un petit papier et dire, écoutez madame, quand vous me sentirez partir, faites-moi patauger un peu les pieds dans une bassine avec un peu de gadou, ça me ferait tellement de bien. Et après, je venirai de bon cœur. Mais enfin voilà, peut-être tu m'amènes à des réflexions, et effectivement, pourquoi pas. Mais bon, les fondamentaux, voilà, ces choses, ces sensations. Le ruisseau, là, j'ai voulu me tremper un peu plus qu'au-dessus du genou, là, ce matin. C'était frais, il était encore très frais, je me suis dégonflé. Mais l'été, c'est très agréable de prendre une casserole, d'aller au milieu du ruisseau et de se doucher là, quoi. Sans savon, parce que je me savonne à l'extérieur, et je vais pas me savonner dans le ruisseau. Mais bon, ces petites choses qui sont, qui nous relient en permanence.